Vous êtes sur Rap Elite, restez connectés, c'est Kevin Razi, peace. C'était très cool, je suis très content en tout cas, j'espère que tous les gens qui suivent Rap Elite vont partager cette interview. Kevin, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. On se voit par rapport à ton spectacle que tu joues actuellement à l'Apollo Théâtre. Tu dis que ton père ne voulait pas que tu sois humoriste. Est-ce que tu penses que le métier d'humoriste, il est plus crédible qu'avant? Aujourd'hui? Ouais, un peu plus. Bah, on en voit un peu plus, ouais, donc on a l'impression que c'est un peu plus accessible. Après, je pense que c'est l'effet inverse. Maintenant qu'il y en a beaucoup, c'est peut-être encore plus compliqué qu'avant de pouvoir faire son trou. Déjà qu'avant, c'était déjà compliqué. Et comment est-ce que tu fais la différence, toi? Bah, c'est parce que déjà, je travaille beaucoup, que je me remets toujours en question et que bah, aussi, je ne me suis pas figé sur la scène, mais je me suis mis sur Internet, tenter des trucs en télé, écrire pour les autres. C'est tout un tas de trucs, tu vois, c'est d'ajouter plein de cordes à son arc et c'est ça qui permet de faire la diff, je pense. C'est vrai que toi, quand on regarde ta carrière, tu as connu beaucoup d'équipes. On demande quand rire avec Laurent Ruquier, Jamel Comedy Club avec Jamel Debbouze, le studio Bagel. Quelle équipe t'a apporté le plus? Chaque équipe m'a apporté à un différent niveau, tu vois. Laurent Ruquier, c'était le premier, donc ça m'a permis d'avoir une notoriété un peu grand public et de me faire connaître par des gens en province, partout en France, par des ménagères, par des mamies, par des enfants que j'aurais pas forcément touché tout seul. Le Jamel Comedy Club, ça m'a apporté un genre de tampon, quoi, genre validé par le Duc. Et ensuite, Studio Bagel, ça m'a permis de toucher une fois de plus les jeunes qui sont plus connectés sur la toile et qui ne savaient pas que j'avais un spectacle et qui étaient vraiment plus Internet. Donc chacun m'a apporté quelque chose à différents niveaux. Et quand tu travailles avec tes acolytes du studio Bagel, est-ce que ça améliore ton expérience, ça améliore ton niveau, étant donné que vous êtes dans la confrontation d'idées, peut-être ça, Ouais. plutôt que de travailler en solo? Ah oui, c'est super important parce que du coup, tu te rends compte des idées que certains peuvent avoir, de la façon dont ils réfléchissent, et puis ils ont un regard sur ton travail aussi, et ça permet d'avancer. C'est toujours mieux hein. Quand tu es solo, je veux dire, il n'y a aucun artiste, même les plus grands génies qui bossaient solo. Enfin, tu es toujours obligé d'avoir des gens pour à un moment donné confronter tes idées et les améliorer. C'est obligé. Et toi, tu préfères évoluer en solo ou en équipe? Parce que c'est vrai qu'on a vu que tu avais ta boîte de prod Barney Gold. Alors maintenant, à ce jour, je préfère avancer solo parce que j'ai plein de projets qui me tenaient à cœur et je voulais les défendre et ce n'est pas forcément des projets d'équipe. Et disons que quand tu avances avec un collectif, ça te donne de la force au début parce que tu es un peu fébrile, comme tu es, un peu nouveau, quoi. Mais maintenant, là, ça va faire quand même quelques années que je fais partie de plusieurs collectifs et j'ai décidé un peu de me faire connaître en mon nom, quoi, parce que sinon, tu es toujours noyé dans un collectif et il faut à un moment donné savoir s'appuyer sur ça pour pouvoir décoller, quoi. D'ailleurs, tu as aussi officié au Before du Grand Journal. C'était en 2014, il me semble que ça a commencé. Ouais. Le Before du Grand Journal s'est arrêté depuis. Tu faisais ta chronique Le Scan de Kevin Razi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cet arrêt de l'émission? Parce que ça marchait plutôt bien, ta petite chronique. Ouais, la chronique se passait bien, mais en fait l'émission elle marchait pas en termes d'audience et du coup ils ont décidé de la restructurer et d'enlever toutes les interventions plateau pour se concentrer que sur des documentaires, etc. Ça a été un changement éditorial qui au final n'a pas été une si bonne idée parce que ça s'est encore plus planté dans les audiences. Bah, ils ont tenté, tu vois, c'est tout à leur honneur. Mais ça a été une bonne expérience. Après, ouais, j'ai été grave déçu d'avoir été évincé sur la seconde saison parce qu'en fait, ça s'est joué. Mais après, c'est la télé, tu vois, donc tu apprends tous les jours. Mais ça s'est joué vraiment à rien, quoi. Enfin, je avais encore rendez-vous avec eux 3 jours avant. Ouais, on se voit vendredi, cool. Et puis bah, la veille du rendez-vous, non, finalement, en fait, on fera rien. Et donc, tu vois, c'est tellement radical que ça fait un peu. Mais c'est la télé, c'est vraiment comme ça. C'est pas, je leur en veux pas à eux particulièrement. C'est vraiment comme ça partout. D'accord. Et d'ailleurs, c'est vrai que toi, tu as eu beaucoup de casquettes depuis le début de ta carrière. Tu as coécrit des spectacles, il me semble, les Lascarguet. Tu as participé avec ouais, c'était sur leur passage pour On ne demande qu'un rire. On ne demande qu'un rire. Effectivement, tu es monté sur les planches. Enfin, tu montes actuellement sur les planches. Tu es sur YouTube, on peut te retrouver. Tu es avec le studio Bagel. Tu te considères comme quoi? Humoriste sur planche, entre guillemets? YouTubeur?
Humoriste hybride, tout simplement. C'est Ah, la t'as définition. créé une nouvelle. Ouais, moi je suis humoriste hybride, voilà, Ok. multitâche. Parce qu'en fait, il faut pas se brider à un truc. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui seraient pas venus me voir en spectacle s'ils m'avaient pas connu sur le net. Et il y a plein de personnes qui seraient pas venues voir ce que je fais sur le net s'ils m'avaient pas vu dans une émission de télé. Et du coup, derrière, ils seraient pas venus me voir en spectacle. Enfin, tu vois, c'est une espèce de vase communicant et il faut savoir un peu gérer tout ça. Maintenant, moi, je me considère comme humoriste avant tout, pas youtubeur ou quoi que ce soit. Je suis humoriste, c'est-à-dire un mec qui est censé faire rire. Et après, tu me mets sur n'importe quel support et je remplirai ma tâche, enfin du moins j'espère. D'accord. Et en parlant du web, on sait que tu as buzzé il y a 6 ans de ça avec ta fameuse parodie de la section d'assaut. Tu disais d'ailleurs que tu étais un de leurs fans. Est-ce que tu penses que ce qui t'a porté préjudice, c'est ton envie de trop bien faire, leur manque de second degré ou le timing de la parodie? Qu'est-ce qui t'a porté préjudice? Alors rien ne m'a porté préjudice, je pense que c'est vraiment juste leur second degré qui fait que les mecs n'ont pas kiffé. Mais au-delà de ça, le timing il était parfait parce que le clip, désolé, il n'était pas encore sorti. La chanson, elle avait buzzé sans clip, c'est quand même rare de nos jours. Elle tournait énormément en radio, donc tout le monde l'avait identifié. Et quand tu tapais section d'assaut désolé, tu tombais sur ma parodie. Donc en vrai, en timing, c'était nickel. C'est pas le genre de coup que tu peux faire tous les jours, ça. Et après, non, je pense qu'ils ont un manque de second degré. En fait, dans leur tête, et j'ai eu la confirmation il n'y a pas longtemps, parce qu'ils m'en veulent encore maintenant, ils pensent que je suis un suceur de buzz. Pour eux, je suis un genre de Jean-Marc Morandini, tu vois, qui a vu un filon, qui s'est appuyé dessus et qu'en fait, j'ai rien à revendre derrière. Et donc, ça se voit qu'ils n'ont pas vu tout le travail que j'ai fait depuis parce qu'un suceur de buzz, il aurait fait quoi? Déjà, la vidéo, elle n'était pas sur mon compte quand elle a buzzé. Et donc c'est pour dire à quel point j'étais correct avec eux, c'est que je l'ai retiré de mon compte. Après, des gens l'avaient déjà reprise avant que je la retire et ils ont fait leurs millions de vues grâce à ça. Et non, mais en fait, surtout, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait derrière, quoi. Bah, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un mal pour un bien, ton premier classique entre guillemets? Est-ce que tu aurais eu autant d'opportunités si tu n'avais pas fait ça? Ah non, oui, c'est sûr. Non, ça m'a apporté quelque chose. Ça Ouais. m'a apporté de la visibilité. On était en 2010, il n'y avait pas encore à cette époque-là des phénomènes comme Mister V, comme Norman et compagnie. Et on n'était pas ultra connectés encore sur la toile. Enfin, on y était, tu vois. Mais il n'y avait pas genre, aujourd'hui, tu dois avoir 15 vidéos par toutes les demi-heures qui sortent. Ah, tu l'as vu le dernier buzz? On peut même plus dire dernier buzz parce qu'il y en a tellement, tu vois. Mais à cette époque-là, ce truc-là, il est sorti, c'est resté pendant un mois, quoi. On m'en parlait tout le temps. Dès que tu parlais de la section d'assaut qui avait le vent en poupe, on parlait de la parodie qu'elle est avec. C'était vraiment un vrai phénomène. Donc non, le truc est sorti au bon moment et ça m'a donné énormément de visibilité. Même si c'était pas rattaché à mon nom, parce qu'encore une fois, comme je te l'ai dit, moi ça venait pas de mon compte Facebook ou YouTube ou autre. Mais ouais, après du coup j'ai été contacté pour faire d'autres trucs et de fil en aiguille, c'est ça qui m'a permis d'avancer, quoi. Mais c'est peut-être pour ça, entre guillemets, qu'ils te considèrent comme un suceur de buzz. Tu penses pas? Étant donné que grâce à ça, tu as pu buzzer par la suite, à avoir plein d'opportunités. C'est peut-être pour ça qu'ils voient Ouais, des mais choses comme ça. non, un suceur de buzz pour moi c'est quelqu'un qui s'agrippe à des trucs qui marchent et qui essaie de rajouter son grain de sel, mais qui fait ça sans talent, genre juste par opportunisme. Un suceur de buzz, pour moi, c'est quelqu'un, par exemple, qui va se foutre à poil devant une caméra, genre BFM TV, etc. Il passe derrière, il est à poil et il n'aura rien fait, tu vois. Moi, c'était écrit, j'ai écrit ce texte, tu vois. Je ne me suis pas contenté de répéter leurs paroles. J'ai créé tout un univers, etc. À cette époque-là, en plus, d'associer rap et homosexualité, ça se faisait pas, tu vois. Donc, il y avait vraiment une vraie démarche. C'était du taf, tu vois. Et derrière, après, tout ce que j'ai fait me donne raison dans le sens où je suis pas un suceur de buzz. Après, j'ai rebondi sur Bref aussi, sur la parodie de Bref, mais toujours en y apportant quelque chose. Et au final, tu vois, je fais un spectacle, je fais des vidéos où je dénonce des choses, etc. Donc, en T'as vrai, transformé par la suite. Ouais, j'ai transformé voilà, les ouais. faits, mais je pense que je l'ai montré à plusieurs reprises que, tu vois, moi, mon talent, c'était pas juste de m'agripper un buzz, que je pouvais aussi de moi-même créer l'événement. Et ça te fatigue pas que 6 ans après, on t'en parle encore? Alors moi, qu'on m'en parle, non. Par contre, qu'ils aient encore de la rancœur à mon égard, ouais, parce que je me dis, les mecs, ils ont plus de 30 ans pour la plupart. Ils sont, même pour certains, pères de famille. Tu te dis que bon, c'est bon, tu vois. Je veux dire, les mecs ont fait des Bercy, des tournées de ouf. Ils ont fait des triples disques de platine. Je pense qu'à un moment, ils sont tellement loin qu'ils n'ont même pas besoin de revenir là-dessus ou de se dire, de m'en vouloir, entre guillemets. Enfin, même moi, je suis passé à autre chose, quoi. Ça fait 6 ans, tu vois. Ouais, donc toi, limite, t'es plus dans une démarche d'enterrer l'âge de
guerre, s'il y a bien sûr hache de guerre enterré, que de rester sur ces anciennes histoires, quoi. C'est un peu ça. Bah, alors moi, je suis jamais resté là-dessus, sachant que, comme tu l'as si bien dit, j'étais fan de la section d'assaut à la base. Donc, moi, je suis pas resté là-dessus. Quand Maître Gims il sort un projet, je l'achète, j'écoute. Voilà. Je trouve ça stupide de leur part, mais après, ça me fait ni chaud ni froid maintenant. D'accord. Et même dans ton spectacle, tu parles aussi beaucoup des rappeurs que tu estimes schizophrènes. Ouais. Pourquoi? Bah, en fait, comme je connais la culture rap, tout simplement, je me permets d'en parler. Parce que c'est toujours mieux d'entendre quelqu'un qui parle du rap parce qu'il le connaît que de voir des humoristes, tu sais, genre de 45 piges qui font des sketchs sur le rap et qui se basent que sur des clichés où c'est fatigant. Ils vont te faire yo, Ziva, yo. Tu sais, aucun rappeur n'a jamais dit Ziva dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Donc au moins, moi, je parle d'un truc que j'ai constaté parce que je consomme du rap. Et dans le spectacle, je parle des rappeurs schizophrènes et des rappeurs mots-clés. Ça, c'est l'autre truc que j'ai rajouté, parce que ça vient du sketch que j'avais fait sur la trappe, que j'avais lancé sur Facebook. Donc en fait, je parle de trucs qui sont avérés. Et pour te dire, je cite Lafouine quand je parle des rappeurs schizophrènes. Et une fois, je rencontre Lafouine et il m'a dit, putain mec, je crois qu'il était en Afrique, au Congo ou je sais plus où. Il était dans son hôtel, il allume la télé, il regarde jamais la télé, il allume la télé, il tombe sur le Jamel Comedy Club. C'était mon passage où je commençais à dire les rappeurs comme Lafouine, etc. Il tombe sur ce passage et il me dit, avec tous ses potes, ils étaient morts de rire parce qu'il me dit, c'est exactement ça. On est dans un délire, nous, où le vendredi, on va à la mosquée et le samedi, on va prendre notre bouteille en boîte. Il me dit, on est schizophrène. Et du coup, tu vois, il l'a validé la vanne. Tu vois, pour te prouver l'intelligence du bonhomme, comparé par exemple à la section d'assaut, il a complètement validé la vanne. Et ben c'est ça en fait, tu vois, c'est des trucs avérés. C'est même pas genre, j'essaie pas de tirer sur eux, c'est juste un constat. En fait, tu constates et après, bien sûr, tu en fais une vidéo humoristique, un peu voilà. comme ce que tu as fait dernièrement sur Jul aussi. Ouais, Jul, non, en fait, j'étais dans ma voiture et quand j'ai entendu son son où il reprenait la mélodie de Barbie Girl, je me suis fait, non, le gars, il force. Dans le sens où, tu vois, je me dis, le mec est tellement loin, c'est tellement une machine qu'il s'en bat les couilles, il se dit vas-y, tu sais quoi, c'est limite, voilà, exactement comme dans la vidéo, c'est limite tu lui chantes une souris verte qui se dit ah vas-y, tu sais quoi, je vais en faire un son, tu vois, il est tellement là que... Et c'est pour ça que je me suis amusé là-dessus. Ouais. Mais ça te plaît, toi, t'écoutes quoi en ce moment comme musique? En ce moment, j'écoute quoi j'ai écouté le dernier album de Rihanna là, qui est sorti, parce qu'il y a un son qui s'appelle... je crois que c'est Consternation, un truc comme ça. Il est lourd, c'est un beat hip-hop lourd. Après, sinon, là, c'était surtout Drake, là, Summer 16. J'écoute. Et le dernier Booba aussi. 9-2, Yveron et Validé. Je sais pas, Validé, je l'aimais pas et maintenant, j'arrête pas de l'écouter, c'est horrible. Là, juste avant d'arriver, j'étais encore dessus. Et non, mais voilà, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Et la BO de Creed. Ah, ok. Quand tu vas à la salle ou quand tu es sur ton scooter ou quoi, elle t'ambiance de ouf, tu vois. Elle te met dans un vrai mood, tu vois. D'accord. Et pour finir sur la musique, dans ton spectacle, tu parles aussi des artistes qui s'engagent avec les Restos du Cœur par opportunisme. C'est vrai que toi, tu estimes que les artistes qui s'engagent dans ce genre de cause, c'est ceux qui sont en manque d'actu ou tu sais vraiment qui tu vises quand tu t'exprimes sur le sujet? J'ai pas de nom précis, il y a juste des artistes et on s'est tous fait la réflexion. On s'est dit putain, on sait pas ce qu'il fait, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti d'album, mais on le voit dans les Restos du Cœur. Donc du coup, j'ironise là-dessus, tu vois, mais j'avoue, je vise personne en particulier. Mais c'est sûr qu'il y a des gens où tu te dis, on les aurait enterrés s'ils n'étaient pas dans les enfoirés, quoi. S'ils s'accrochaient pas, en fait. Je sais pas s'ils s'accrochent ou si de toute façon ils sont rappelés, mais en tout cas, ouais, c'est clair qu'il y a plein de gens qu'on aurait oubliés, quoi. D'accord. On va parler un peu de société, parce que tu en parles beaucoup dans tes spectacles. Tu en parles aussi sur le web. Mais est-ce que tu penses que tes vidéos que tu fais sur le web, elles sont pas plus instructives que marrantes? Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, en fait, si tu veux, sur ces vidéos-là, j'ai décidé de déplacer le curseur qui était sur l'humour et de le mettre plus sur le fond. Et donc, j'assume totalement le fait que ces vidéos, elles sont juste sympas à regarder, mais qu'elles sont plus intéressantes que drôles, quoi. Après, quand je veux faire des vidéos drôles, je le signe, comme les trucs avec Jul. Voilà, dès que j'ai envie de vraiment rigoler, voilà, c'est signé. Mais là, j'avais un besoin de répondre à Nadine Morano sans lui répondre directement, parce qu'en fait, en tant qu'artiste, je me disais, en tant qu'artiste citoyen, en fait, je me disais qu'il fallait prendre position. Et je regrette d'ailleurs qu'il y ait peu de gens qui le fassent. Mais voilà, je me dis que j'ai une audience composée de beaucoup de jeunes et il faut que je puisse leur passer ce genre de message, quoi. Et c'est vrai que dans ton spectacle, tu parles aussi du traitement des attentats par BFM TV, tu parles du DIA, tu parles du Code Noir. Pourquoi
tous ces thèmes, tu les abordes sur scène? Bah parce que sinon, personne n'en parle. Il est hors de question que je fasse des sketchs pendant 1 heure sur des chaussettes, des relations hommes-femmes. Voilà quoi, je dis pas que l'humour c'est forcément un engagement, mais moi, mon humour, je le vois comme ça. Je me dis que quand je monte sur scène, je suis là pour délivrer un message et de faire rire aussi. Et si je peux faire rire et réfléchir, j'ai gagné, tu vois. Je pense que c'est important de le faire. C'est important en tant qu'artiste. Les artistes, ils l'ont toujours fait. Et aujourd'hui, ça se perd parce qu'on veut justement la facilité. On préfère faire une petite vidéo où on parle de hey, les meufs quand elles regardent sur ton téléphone portable, etc. On va faire 40 millions de vues, c'est génial. Mais peut-être que derrière aussi, c'est cool de temps en temps. Je dis pas que c'est pas bien parce que moi-même, je l'ai fait. Mais juste qu'à un moment, il faut peut-être aussi raconter des choses. Parce que sinon, là, on débilise notre audience et on n'apporte rien. Et c'est ce que je reproche aux rappeurs aussi. Je trouve qu'ils apportent plus rien dans leurs propos. Textuellement. Bah, textuellement, ouais. Il y en a plus beaucoup qui prennent des positions. Ça se dit rappeur hardcore, mais juste parce que ça dit des gros mots. Pour moi, un rappeur hardcore, c'est un rappeur qui parlerait des vrais sujets, tu vois. Genre, sans fioriture, sans retenue. Genre, vraiment, il rentre dans le vif du sujet comme moi je le fais. Genre, il va parler du coltan, je sais pas, moi, de ce qui se passe en Israël et en Palestine et tout. Là, tu te dis, ouais, putain, il est hardcore parce qu'il rentre direct dans le game, tu vois. C'est pas parce que tu dis Biatch, de Siroc, etc., que t'es hardcore. Enfin, c'est bon, quoi. Moi, ça me vénère un petit peu ça, tu vois. Est-ce que tu penses que les artistes, de façon générale, rappeurs ou humoristes, ils s'adaptent au public ou c'est le public qui est peut-être, je ne sais pas, ne réclame pas ça tout simplement? J'aurais jamais fait 6 millions de vues sur Nadine Morano en une semaine. Donc Si ça le peut public, encore marcher. Mais oui, bien sûr. Voilà, et j'en suis la preuve. Donc c'est plutôt les artistes qui ne prennent pas leurs responsabilités, entre guillemets, exactement, bien parce sûr. qu'en fait, ils ont peur de prendre position parce que c'est trop compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde, hein, parce Et qu'il puis, faut après, faut savoir écrire. voilà, Faut faut maîtriser le sujet faut et maîtriser même le sujet. peut-être que businessment parlant, tu peux te fermer certaines portes en parlant de certains sujets Ouais, aussi. bien sûr, C'est ça. mais après, moi, tu vois, pour l'instant, je le fais et Dieu merci, ça se passe Toi, bien. tu sembles pas craindre ça. Comment? Tu sembles pas craindre ça, le fait qu'on te ferme les portes si tu abordes certains sujets. Bah non, parce que moi je suis fédérateur. Moi je suis même partagé par des sites d'extrême droite, donc c'est pour te dire, hein. Donc ça veut dire que vraiment j'ai un discours qu'on ne peut pas me reprocher. C'est-à-dire que quand tu as un noir français de 28 ans qui dit que voilà, il faut défendre qu'il est fier d'être français et qu'on devrait être plus fier de notre drapeau, qui va te reprocher ça, tu vois? Bah donc voilà, c'est exactement mon positionnement, c'est de fédérer les gens. J'en ai marre de stigmatiser tout le temps une communauté ou une autre. Là, je suis plus en train de leur dire, bon les gars, venez, on prend juste le petit point commun qu'on a et on travaille là-dessus pour essayer de faire avancer les choses dans l'intérêt commun. Voilà. On t'a jamais accusé d'être un peu démagogue? Bah, Ou pour fleur l'instant, bleue, ou utopie, je sais pas quoi. ouais, mais moi ça me dérange pas parce que mon but c'est pas de qu'on vote pour moi. Je suis pas un politicien. Gagner de la thune, je le fais grâce aux pubs que je fais, grâce à mon spectacle. Ma salle, je peux la remplir quand je fais de la télé, dans des grandes émissions au grand public, etc. Donc vraiment, si je fais ça, c'est vraiment par citoyenneté. Donc après, ils peuvent m'accuser de ça, c'est pas grave. Le but, c'est que le peuple le suive, tu vois. C'est 2-3 personnes qui vont dire que je suis démago, bah tant pis. Qu'est-ce que je fais? Et tu te considères comme un artiste subversif ou engagé? Ou les deux? Non, un artiste citoyen. Un citoyen, c'est quoi? C'est l'habitant qui se pose des questions pour améliorer la vie de la cité au sens propre. Et ben moi, c'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment genre, je me pose des questions et j'émets des réflexions pour essayer de faire en sorte d'améliorer la vie ensemble, quoi. Parce que certains pourront te dire que quand ils viennent regarder tes vidéos ou ils viennent à tes spectacles, ils veulent pas réfléchir justement. Ils veulent juste être divertis. Tu t'es jamais posé cette question? Bah si, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Après, si tu veux, les gens maintenant, ils savent pourquoi ils viennent. Voilà. Disons que oui, quelqu'un qui sait pas. Mais après, mon spectacle, contrairement aux vidéos, tu rigoles. Il a été travaillé suffisamment longtemps pour qu'on puisse rire et il y a un message. Sur mes vidéos, effectivement, le curseur, il est plus sur la réflexion que sur le rire. Sur le débat, sur l'échange. Voilà, sur le débat, sur l'échange, etc. Mais quand tu viens à mon spectacle, le but, c'est de rigoler, mais tu repars avec quelque chose. Et ça, c'est mon but. Et donc, du coup, ça te permet de te libérer aussi, quoi, tu vois. D'ailleurs, tu as réussi à identifier ton public? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, des personnes âgées? Il devient de plus en plus large, mais surtout de plus en plus vieux. Il est autour de... Enfin, tu vois, ça va de 35 à 55, tu vois, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont 15-16, mais ça peut descendre à 14-15 ans, tu vois, mais c'est vrai qu'il commence à vieillir un petit peu. Ça veut dire que du coup... C'est peut-être la thématique ouais, et les thématiques qui commence à... Après, c'est les gens qui payent, tu vois, qui payent des places de spectacle, etc. C'est eux
Les jeunes, c'est plus compliqué, c'est plus le net, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas forcément un pouvoir d'achat, etc. Donc, c'est plus honnête. Donc, ouais, voilà, mon public, il est un peu assez métissé. J'ai pas mal de femmes voilées, je trouve, dans mon public, contrairement à d'autres spectacles. Je pense que c'est parce que j'ai fait un choix de ne pas avoir de vulgarité dans mon spectacle. Il n'y a pas de sketch sur le cul, etc. Ou alors c'est suggéré, c'est pas dit. Enfin, tu vois, mais je veux vraiment pas rentrer dans ce délire-là parce que c'est pas moi. Il y a pas mal de, il y a pas mal de tout, hein. Je sais que il y a de plus en plus de Mauriciens, ça c'est rigolo. Je constate qu'il y a aussi pas mal de tout, franchement, de Français, de confession juive, de musulmans. Non, franchement, je trouve que c'est cool parce que les gens, on arrive à fédérer les gens là, vraiment. Je sens qu'il se passe un truc, donc c'est de bon augure pour la suite. Et les thématiques que tu abordes, est-ce que tu les crées en fonction de ton public? Non, je l'écris en fonction de ce que j'ai envie de dire. Je ne vais jamais faire un sketch pour faire un sketch, tu vois. Quand je fais un sketch et que je prends et que j'aborde une thématique, c'est parce qu'en fait, de base, je suis tombé dessus et je me suis dit, ah non, c'est pas normal. Ou alors, tiens, c'est bizarre. Et du coup, il faut que j'en parle. C'est jamais genre par opportunisme, justement. Genre, tiens, je vais parler de ça parce que ça, c'est le sujet qui fâche, tu vois. Non, c'est vraiment parce que j'ai une réflexion. Tu verras que dans mon spectacle, en fait, je donne toujours un point de vue. Je ne vais pas aller sur un sujet juste pour faire de la vanne, tu vois. C'est vraiment mon but, voilà, de donner. Et dernièrement, tu as participé à une campagne de sensibilisation contre le complotisme organisée par le gouvernement. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as été approché pour participer à cette campagne? Ben, en fait, j'étais approché par Dailymotion qui un peu chapeautait la campagne. Et ils m'ont dit, voilà, le gouvernement devrait faire une campagne de sensibilisation contre le complotisme. Et comme ça fait 5 ans que j'en parle sur Internet et 3 ans que je le défends sur mon spectacle, notamment à la fin de mon spectacle où je parle des Illuminati, je me suis dit, bah, c'est génial. Enfin, si moi, je peux faire passer mon message et qu'on peut s'appuyer avec la force de frappe du gouvernement pour faire passer ce message au plus grand nombre, banco, quoi, on y va. Après, c'est sûr que de faire une campagne anti-complotiste avec un gouvernement, peu importe lequel, c'est toujours ultra mal vu et je savais que j'allais me faire lyncher. Mais c'était pas une erreur de jugement de ta part, tu penses? ouais, mais tu vois, j'assume totalement et je pense que si c'était à refaire, je le referais. Je reviendrai pas là-dessus parce que vraiment, pour le coup, et je sais que ça fait bizarre pour les gens d'entendre ça, mais je suis ultra citoyen. Donc en fait, quand je fais un truc, c'est par l'intérêt du propos. Genre, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça et comment les jeunes, et qu'est-ce que je peux transmettre comme message aux jeunes qui nous regardent? Parce que c'est super important, parce que je me dis que dans mon public, il y a potentiellement peut-être dans 20 ou 30 ans la future présidente de la France ou un futur ministre. Et s'il a été élevé à des sketchs de Kevin Razi, il gardera peut-être une ou deux idées et il se dira, ah bah tiens, en fait, j'ai décidé de faire ci, ça, etc. Donc c'est pour ça que je réfléchis comme ça. Et je sais que ça frustre les gens parce qu'ils pensent que je fais ça par argent et tout. Moi, si je devais gagner mon oseille, enfin mon oseille, je le gagne grave bien quand je vais faire des pubs pour LCL. Là, on peut me traiter de vendu, travailler pour une banque et tout. Là, il n'y a pas de souci. Ou quand je fais des campagnes de pub à gauche ou à droite, etc. Ou avec mon spectacle, je gagne bien ma vie. Donc clairement, c'est pas pour l'État, il paye pas suffisamment pour qu'on se dise, ah putain, ça y est, je suis tranquille. Donc c'était vraiment par citoyenneté. Et je sais que les gens ont du mal à le comprendre, mais j'ose espérer que dans 5 ou 10 ans, on y repensera, on se dira, ah putain, d'accord, on a compris en fait où ils voulaient en venir. Et comment t'expliques que tu été pris au cœur d'une polémique par rapport au fait qu'il me semble que tu avais participé à un dîner d'une association conspirationniste, il me semble, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, une association conspirationniste. Complotiste, conspirationniste. Ouais, bah non, en fait, exactement comme je l'ai dit sur le communiqué que j'ai fait sur Facebook, moi je connaissais pas ce site, je pensais que c'était un site d'investigation. Et du coup, ils m'ont invité pour parler de l'influence des youtubeurs. Donc une thématique qui est quand même assez large et qui me parle. Et du coup, j'y suis allé et on a fait le dîner pendant 1h40. Et en fait, après, il s'avère qu'il y a un journaliste d'un site que je ne connaissais pas qui s'appelle Street Press qui allait récupérer tout un tas d'images dedans et qui allait dire à qui voulait l'entendre que c'était un site complotiste et qu'en plus de ça, Kevin Razi traînait avec des complotistes. Et la vérité, c'est que les gens ont découvert ce site limite grâce à lui, parce que vraiment, personne ne savait, tu vois. On était tous là, ah bon, c'est complotiste, tu vois. Donc, moi, j'étais là, ah bon, je savais pas. Ça fait très Jawad comme ça, genre, je savais pas, monsieur, tu vois.
C'est vrai que là, il y a mais des airs de ressemblance. Ouais, c'est clair. Mais la vérité, c'est ça. C'est pas comme si j'étais allé dans un dîner où j'avais vu des mecs avec des toches blanches et des chapeaux comme as et que je savais pas que c'était des Ku Klux Klan, tu vois. Là, vraiment. Et en fait, du coup, le truc est parti comme ça. Mais au final, c'est une tempête dans un verre d'eau. Le mec a fait son article. Donc, il y en a 2-3 qui ont récupéré le truc. La toile, naturellement, s'est empressée de me tacler parce que là, c'était du pain béni. T'imagines le titre. Le gouvernement fait une campagne anti-complotiste avec un complotiste. Ah, ça y est. Et les gens pensaient avoir le Pulitzer et tout. Ça y est, c'était parti. Au final, il y a eu Walou. Et puis, ça, c'est fini, quoi. Bon, maintenant, les gens m'en veulent beaucoup parce que eux, quand ils voient un humoriste faire un communiqué où il y a écrit « je m'excuse » ou un truc, ils cherchent même pas à comprendre de quoi tu voulais parler. C'est « ouais, il a tourné sa veste, c'est un vendu, c'est un sioniste, c'est un Illuminati, c'est un gay, c'est un gros. » Tu connais Internet, mais bon, je connais tellement bien Internet que je sais que dans 3 jours, Valbuena va sortir une nouvelle sextape et qu'on m'aura déjà oublié, quoi. D'accord, donc la prochaine fois, tu seras un peu plus méfiant sur les organisations entre guillemets qui t'approchent, c'est ça? C'est ça, c'est que moi, je dis bonjour à tout le monde et dès qu'on peut débattre, moi, je suis open parce que c'est un des socles de notre démocratie, tu vois, des confrontations d'idées, le débat. Maintenant, il faut faire attention. Quand tu deviens un personnage public, effectivement, il faut faire attention. Quand bien même, tu vas rencontrer des gens qui, comme moi, ils m'ont approché, qui ont l'air super sympas, etc. Tu sais pas ce que ça peut représenter. Et les journalistes, eux, vont pas forcément prendre le temps de réfléchir à se dire non, mais on va regarder chaque article, on va voir. Les mecs vont tout de suite, tu vois, s'ils peuvent choper un petit truc et déstabiliser quelqu'un qui a le vent en poupe, ils vont le faire tout de suite. Donc c'est clair que maintenant, c'est à mon tour de faire attention avec mon équipe et de bien gérer tout ça. D'accord. Et quels sont tes projets pour la suite? J'ose espérer avoir justement défendre une émission télé que j'ai créée qui en fait serait une émission où je décrypterais justement, tu vois, des faits de société, d'actualité, mais avec humour, afin qu'on puisse vraiment sensibiliser les plus jeunes et pas que au final. J'aimerais vraiment faire cette émission parce que je pense qu'elle est importante, surtout à l'aube de 2017. Et ensuite, là, je vais tourner dans un film, mon premier film qui s'appelle L'Ascension avec Ahmed Silla et Walidia, qu'on commence la semaine prochaine. Et j'ai un second rôle qui est vraiment cool, tu vois. L'histoire, c'est inspiré de Nadir Dendoun, je crois, qui est un mec de la cité des 4000 qui a escaladé l'Everest. Et là, en fait, c'est du coup Ahmed Silla qui va tenter d'escalader l'Everest par amour pour une fille. Et moi, du coup, je joue un des seconds rôles, celui de l'animateur radio qui l'appelle tous les jours pour avoir ses ressentis. Et donc voilà, quoi. Non, ça va être un plutôt gros projet, quoi. Je suis assez content. Et t'as un dernier mot à ajouter, Kevin? Eh ben, écoutez, merci de m'avoir attendu. et non, mais c'était très cool. Je suis très content. En tout cas, j'espère que tous les gens qui suivent Rap Elite vont partager cette interview.